Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours dans cette émission, on s'intéresse aux sujets qui vous concernent et à ceux qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au désendettement de la capitale, sujet phare de ces municipales parisiennes. Anne Hidalgo laissera à Paris une dette abyssale de près de 10 milliards d'euros, un endettement record qui oblige les candidats à se positionner sur le désendettement de la ville. Beaucoup promettent la fin de la gabegie, certains plus timidement que d'autres. On va essayer d'éclaircir les propositions des candidats et d'en parler ensemble en plateau autour de la table. En culture, une exposition qui célèbre le sens de la fête et ses lieux mythiques, le clubbing, tout un art qui s'expose au quai de la photo. Ça sera tout à l'heure dans l'entretien culture. Et puis on terminera avec le Figaro Histoire qui nous racontera l'affaire des poisons et l'exécution de la voisin. Ça sera en fin d'émission avec Geoffroy Caillé. À quelques semaines des élections municipales, le budget de la ville de Paris est scruté à la loupe, en particulier la dette qui atteint 9,4 milliards d'euros et qui a été quasiment multipliée par 7 en 25 ans pour la majorité sortante. Rien à signaler, c'est ce que continue à affirmer Emmanuel Grégoire. La dette, c'est de l'investissement. On l'écoute, il était sur BFM TV le 15 février. Avec le gouvernement auquel elle appartient, avec Emmanuel Macron, le président qui la soutient, Dati, la candidate d'Emmanuel Macron, ils ont ruiné le pays et ils entendent nous donner des leçons de bonne gestion. La dette, ce sont des investissements. Là où on a passé la dette de 4,3 à 9,4 milliards d'euros, nous avons augmenté les actifs de la ville de Paris de 24 milliards à 47 milliards. Pourquoi ? Parce que la totalité de nos investissements, donc la totalité de ces dettes, c'est principalement de l'immobilier. Les Parisiens dans leur ensemble sont propriétaires de 130 000 logements sociaux. Tous les grands équipements, ça a une valeur immense, immense. Et d'une certaine manière, les Parisiens se sont enrichis considérablement avec la dette qui a été générée. Et nous n'avons aucun problème pour assumer le remboursement de cette dette. Les Parisiens se sont enrichis, dit le candidat d'Union de la Gauche. On va en discuter avec nos invités. Je les sens dubitatifs autour de la table. Jean-Philippe Fellman, vous êtes chercheur à l'IREF. Pauline Landé-Barraud, journaliste web éco Le Figaro. Et Philippe Erlin, vous êtes économiste. Une réaction peut-être tout d'abord aux propos d'Emmanuel Grégoire. Je ne savais pas que c'était un humoriste. C'est vrai que c'est quelqu'un, a priori, qui ne me fait pas beaucoup rire, mais là, il m'a bien fait rire. Donc, Pourquoi est-ce que c'est pas possible d'affirmer des choses comme ça aujourd'hui avec une dette aussi importante ? Déjà, ses propos sont contradictoires parce qu'il fustige Emmanuel Macron, et il a raison d'ailleurs, du fait de l'explosion de la dette française. Mais donc, on ne doit pas s'inquiéter puisque la dette, c'est de l'enrichissement. Il dit la dette, c'est de l'investissement. C'est en partie vrai ? Alors, il dit une phrase stupéfiante. Il dit « Les Parisiens sont propriétaires de logements sociaux ». Alors, c'est une découverte. Je viens de découvrir que j'étais plus riche que ce que je pensais. Donc, je ne sais pas si je vais devoir le déclarer au fisc. Mais en tout cas, demain, je vais aller à la mairie de Paris pour leur dire quelles sont mes parts dans le logement social de Paris. Parce que vu le volume qu'il y a, tout d'un coup, je dois être plus riche, quoi. Donc, c'est une excellente découverte que je viens de faire à l'instant, quoi. Pauline Landé-Barraud, ce qu'on sait, c'est que la dette parisienne, elle va s'approcher des 10 milliards d'euros. On peut affirmer que c'est une vraie tache noire du bilan d'Anne Hidalgo de manière désidéologisée ? C'est totalement assumé, c'est-à-dire que depuis le départ, ils assument qu'ils s'endettent pour investir et que quand ils investissent, ça va dans les services publics de la ville et donc ça va aux Parisiens. C'est une façon un peu détournée de dire qu'on s'enrichit, mais je pense que c'est ça leur idéologie. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'avait dit, un élu communiste, qui m'avait dit en 2001, on avait zéro dette et on avait tort parce que c'était une mauvaise gestion. D'avoir zéro dette, c'était une mauvaise gestion. Il valait mieux s'enrichir pour pouvoir investir, pour pouvoir être justement proposé des services publics. Et c'est étonnant, mais c'est leur façon de penser. C'est une réflexion étonnante. Mais c'est vrai que pour proposer du service public, il faut de l'investissement, mais dans une part raisonnable, c'est ça ? Oui, mais pour répondre au fond de l'argument d'Emmanuel Grégoire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu d'immobilier en plus. Si, à la limite, la dette avait servi à construire l'équivalent de... La dette, il a augmenté de 4 à 5 milliards d'euros, sûr. S'il y avait eu 4 à 5 milliards d'euros de construction d'immobilier en plus, on pourrait dire qu'il y a un patrimoine en plus. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé à Paris, parce qu'il n'y a plus rien pour construire. Ce qui s'est passé, c'est un transfert d'immobilier du privé vers le public. Mais l'offre la ville a racheté. Voilà, la ville a racheté en faisant des préemptions d'ailleurs, ce qui est une remise en cause du droit de propriété, ça c'est un autre sujet. Mais bon, la ville a racheté des appartements, elle a très peu construit. L'essentiel, elle a racheté des immeubles existants.
qui était dans le privé et qu'elle a transféré dans le public. Mais ça veut dire que pour le Parisien de base, ça ne change rien. Hein. Il y a toujours la même quantité de logements. Et je vais me dire, c'est plus négatif parce que le logement public, il n'est pas accessible à tout le monde. Le logement privé est accessible à tout le monde. Le logement public n'est pas accessible à tout le monde. Ça dépend de critères extrêmement nombreux et opaques. Il y a quand même des critères sociaux évidents. Alors, il y a les critères sociaux, mais enfin... mais c'est des critères sociaux, mais ce n'est pas des critères de marché, ce n'est pas des critères qui ressortent d'une société de liberté. On peut considérer que les Parisiens se sont enrichis du fait du parc de logement social. Moi, je dirais même qu'ils se sont appauvris parce que la mairie de Paris a concouru à faire monter les prix dans le privé parce qu'elle intervient massivement, elle déverse des milliards, des centaines de millions tous les ans pour acheter. Et donc ça fait monter les prix de l'immobilier parisien. Donc ça pèse sur l'offre, enfin, ça augmente l'offre par rapport à la demande naturelle, et donc ça fait plus augmenter les prix que ce que ça devrait être. Et après, la gauche au pouvoir a beau jeu de dire « heureusement qu'on fait du logement social parce que les prix du logement à Paris sont chers ». Évidemment, ils concourent directement à faire monter les prix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas proposer du logement social dans les conditions qui sont prévues par la loi. Non, je crois qu'il faut remettre en cause le logement social. Il faut remettre en cause la loi SRU, qui est une mauvaise loi. D'ailleurs, quand elle a été votée à l'époque, c'était l'époque du gouvernement Jospin, toute la droite a hurlé. Et puis quand la droite est revenue au pouvoir après, ils n'y ont pas touché, mais ça c'est l'effet cliquet habituel, c'est-à-dire que la droite n'ose pas remettre en cause ce que la gauche a fait. Mais c'est une mauvaise loi qui contribue à assécher le marché privé. Et comment font ceux qui ne peuvent pas se loger ? Mais il faut libérer le foncier et il faut aussi diminuer les contraintes qui pèsent, par exemple les DPE. Les DPE, ça a découragé l'investissement immobilier de la part de beaucoup de gens qui ont de l'argent. On a quand même reculé un petit peu sur le DPE. Un petit peu, mais pas suffisamment. Mais il y a trop de normes, il y a trop de fiscalité aussi qui pèse sur le marché. Ce qui fait que les gens qui ont de l'argent, faire du locatif aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux acheter de l'assurance vie et puis comme ça on s'occupe de rien, quoi. C'est ça le problème. Je me fais un peu l'avocat du diable sur la question de la préemption parce que la mairie de Paris dit en fait on fait pas tant que ça de préemption, on fait beaucoup d'acquisition d'immeubles, finalement de propriétaires d'immeubles qui sont contents que ça soit nous qui rachètent parce que non seulement on rachète à un bon prix, mais en plus il n'y a pas de conditions de financement puisque la mairie de Paris elle a l'argent pour acheter ces immeubles-là. Donc il y a la question de la préemption. Je ne suis pas très d'accord, je ne sais pas d'où ça vient cet argument, mais les préemptions, quel que soit l'endroit où ça se passe, c'est toujours à un prix inférieur au marché. Et puis souvent, c'est rare qu'il y ait un propriétaire d'un immeuble à Paris. C'est plutôt rare. Des gens qui sont propriétaires d'un appartement. Donc il y en a un qui accepte de vendre, un ou deux qui acceptent de vendre à la mairie. Tous les autres, ils ne peuvent plus vendre dans le privé, parce qu'ils savent que l'immeuble va être préempté. Soit il l'est, soit il va l'être. Et donc ça entrave ensuite le marché. Et donc les prix ils baissent automatiquement. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'Anne Hidalgo assume cet endettement pour financer et son projet de logements sociaux et également son projet de végétalisation pour Paris. Sa chasse à la voiture également, ça fait partie de sa politique. Est-ce que sa stratégie de dette utile, que ça convainc au moins son électorat ? De dire, oui, c'est vrai, on est endetté, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour que les Parisiens vivent mieux et vivent de cette manière. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit que la dette, c'est automatiquement de l'investissement, puisque c'est ça que ça veut dire, on n'est plus dans la rationalité. On n'est plus dans la rationalité économique. Donc, M. Grégoire a beaucoup de déclarations, je dirais, dans le même sens. De toute façon, il est comptable du bilan Hidalgo. C'est compliqué parce qu'il n'arrête pas de dire « je ne suis pas le candidat d'Anne Hidalgo ». Il l'a encore dit dans une interview aux Échos. Et finalement, à chaque fois qu'on l'interroge sur les potentiels loupés de la mandature d'Anne Hidalgo, il a du mal à dire que les choses ont été mal faites. C'est embêtant pour lui. C'est-à-dire que d'un côté, ses relations sont dégradées avec son ancienne patronne. Et d'un autre côté, il a été entre guillemets au pouvoir pendant de longues années. Donc oui, mais il pourrait dire « on s'est trompé ». Ça ne serait pas la fin du monde, c'est bien d'admettre qu'on s'est trompé. J'ai l'impression que c'est compliqué pour lui de dire qu'il s'est trompé. D'abord parce que ça n'a pas l'air d'être quelque chose de commun au personnage. Et ensuite peut-être aussi parce qu'on a quand même une particularité dans cette élection, c'est que vous avez une candidature qui regroupe l'essentiel de la gauche. L'union des gauches. Donc quand il dit quelque chose, ça engage, je dirais, l'ensemble de la majorité donc, les écologistes actuelle. Et donc, le Parti communiste. Je pense qu'il est peut-être aussi un petit peu bridé. Bon, cela dit, ça n'est pas extraordinaire d'essayer de vouloir défendre un bilan et en même temps de s'échapper du bilan parce que ça fait quelque temps qu'il n'est plus là. Mais je voudrais revenir quand même sur cette équation dette égale investissement. Si c'est le cas, je suis très inquiet pour beaucoup de nos voisins.
par exemple les Suisses, les Luxembourgeois et autres, ils doivent être très malheureux parce qu'ils ont une dette qui est très réduite par rapport à la nôtre. Donc ils investissent peu. Ça doit être terrible. Mais ce qui est en revanche bizarre, pour revenir sur cette question de l'enrichissement des Parisiens, parce que je suis comme monsieur, je ne me suis pas rendu compte que je m'étais enrichi, mais de la même manière que quand je rentre au Louvre par la porte, hein, pas par la fenêtre, quand je rentre au Louvre, je n'ai pas l'impression d'être propriétaire de la Joconde, mais je suis sans doute rabat-joie. Quoi qu'il en soit, quand on nous dit cela, encore une fois, on n'est pas dans la rationalité. Ce sont des gens qui déclarent absolument n'importe quoi. Alors, soit, je dirais de bonne foi, soit parce qu'ils sont complètement incompétents sur le plan économique. Pauline Landais-Barraud, est-ce que derrière ce sujet, il n'y a pas aussi une question d'acceptabilité justement de cette dette par les Parisiens en fonction de ce qu'ils constatent effectivement tous les jours? On imagine une ville très bien gérée, avec des transports qui fonctionnent super bien, avec une ville propre, une ville super sécure, avec des gens qui disent que leurs espaces publics écoutez, sont plutôt jolis, fonctionnent bien, sont végétalisés mais dans des proportions normales. Si on imagine une ville qui fonctionne merveilleusement bien, et oui, qui est endettée, est-ce que ça serait plus acceptable aussi? Évidemment, sans aucun doute. La question, c'est de savoir, une fois qu'ils nous ont expliqué que l'endettement, c'était de l'investissement et que ça servait au service public. Quels sont les fruits de cet investissement? Il faut qu'il y ait des services publics compétents derrière. En ce moment, avec le périscolaire, par exemple... C'est un drame. Oui. Le périscolaire, la gestion des déchets. On a vu aussi de nombreuses images ce week-end qui sont sorties dans le centre de Paris. Est-ce que ça va être un marqueur de crédibilité pour les candidats, justement, savoir gérer cette dette et prouver qu'on a les épaules solides pour redresser la ville? J'en suis pas sûr. J'aimerais bien vous répondre oui, mais j'en suis pas sûr. Pour une raison très simple, je pense que ça va être le corps de mon propos. C'est le fait qu'il y a un drame en France. C'est qu'il y a, lors des élections, une disjonction de plus en plus grande entre celui qui vote et celui qui paye. Et donc c'est quelque chose de terrible sur le plan local. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a aggravé de manière considérable les choses avec la suppression que je vais qualifier d'imbécile de la taxe d'habitation. Alors c'est un petit peu bizarre pour un libéral de défendre les impôts, mais il faut faire attention à la façon dont on réforme. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, ça vaut pour toutes les communes, c'est que vous avez des personnes qui votent, qui ne contribuent pas ou qui contribuent peu. Donc ça change complètement les choses par rapport à la grande histoire de la fiscalité et du parlementarisme depuis le XIIIe siècle. Donc il y a un grand principe anglo-saxon, c'est que lorsqu'il y a des impôts, vous devez y consentir. C'est pas de taxation sans représentation. On est en 2016, 250 ans de la Révolution. Mais ça se matérialise par le fait de consentir à l'impôt ou de voter pour des gens qui consentent à l'impôt. Donc, qui vous représentent. Et ce qui me gêne... Les Parisiens vont vous dire qu'ils soutiennent Anne Hidalgo. Oui, mais ce qui me gêne de plus en plus, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôts locaux, qui votent. Oui, qui votent. Ils sont très nombreux. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique parce que c'est la voie ouverte à la démagogie. Ça va être les premières élections municipales où il n'y aura plus de taxe d'habitation. C'est-à-dire que tous les locataires, à la limite, ils ont intérêt, d'un point de vue purement économique, ils ont intérêt à voter pour le candidat le plus démago possible, parce que ça ne va rien leur coûter. Donc il y a les candidats et les filles dans toutes les villes, ils promettent fourniture scolaire gratuite, piscine gratuite, aide, machin, diverses aides et compagnies gratuites. Sophie Chikirou n'est pas très haut dans les sondages. Non mais on parle de Paris, mais on peut parler de plein de villes où ils ont plus de chances. Bon, à la limite, un point de vue purement calcul économique, c'est intéressant ce que vous avez dit. Un locataire a intérêt de voter. A intérêt à voter pour le cas des magots, parce que c'est les propriétaires qui vont payer. Donc lui, il ne paye rien. Donc voilà, et ça, c'est un effet pervers. On va voir si ça joue à l'élection, justement. Mais j'ai peur que ça joue. Parce qu'il n'y a absolument aucune contrainte qui pèse sur l'électeur locataire. Donc, Et on est nombreux à être locataires à Paris. Voilà. On le sait. Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, promet d'être raisonnable et de ne pas continuer à augmenter cette dette tout en investissant pour Paris 400 à 500 millions d'euros d'économies. On est d'accord que ce n'est pas énorme. Non, c'est assez mesuré. Après, est-ce que c'est une façon aussi détournée de ne pas cracher sur le bilan d'Anne Hidalgo, et dont il est forcément un peu l'héritier. Mais effectivement, c'est pas celui qui propose le plus d'économies. Est-ce qu'on sait sur quoi il ferait des économies, Emmanuel Grégoire, en priorité? Il me semble que c'est des postes d'économie de fonctionnement de la ville de Paris. Fonds de roulement de l'hôtel de toute façon, ville. c'est pas très compliqué. Ils ont vraiment atteint un niveau très élevé, donc... Je me souviens qu'on parlait à un moment d'un risque de faillite pour Paris. On a arrêté d'en parler ensuite, alors que la dette, elle, ne s'est pas vraiment... le niveau de la dette ne s'est pas amélioré. Est-ce qu'on doit considérer que Paris risque de finir en faillite ou ça n'arrivera pas? Alors,
c'est intéressant de voir que la comptabilité n'est quand même pas une science exacte, puisque les candidats se battent sur le point de savoir quelle est la durée du désendettement de la ville de Paris. Vous l'avez vu il y a quelques jours. Donc on a 3 candidats principaux et ils ne sont pas d'accord. Donc vous en avez Madame Dati, qui dit c'est 40 ans. Oui. En reprenant des chiffres qui sont particuliers de la Chambre régionale des comptes. Vous avez, alors, extraordinaire quand même, vous avez donc la majorité actuelle qui nous dit il n'y a aucun problème parce que nous sommes à 12,5 années pour se désendetter. Mais 12,5, c'est au-dessus de la limite maximale de 12. Donc c'est assez amusant, on dit tout va très bien, mais vous êtes déjà quand même au-dessus, ils reconnaissent quand même qu'ils sont déjà au-dessus. Et vous avez M. Bournazel qui nous dit, peut-être pas l'entre-deux, mais dit c'est la quasi-faillite, qui utilise ce terme-là en nous disant, je crois, et en prenant un calcul simple, il me semble qu'il est plus proche de la vérité, en disant il y a 16 années pour désendetter la ville de Paris. Voilà, donc c'est considérable en réalité. On va écouter Pierre-Yves Bournazel et le début de ses propositions pour désendetter Paris. Le budget qui s'applique pour 2026, qui a été voté en décembre dernier par la ville de Paris, la dette continue d'augmenter, les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter, mais les dépenses d'investissement baissent. C'est tout le contraire d'une bonne gestion. Avec nous, baisse de la dette, baisse de la fiscalité, baisse des dépenses de fonctionnement pour pouvoir avoir des marges de manœuvre pour investir sur les priorités des Parisiens, sur notre qualité de vie, sur l'attractivité, que ce soit du logement à la propreté, de la sécurité à la circulation. Bon, ce que propose Pierre-Yves Bournazel, c'est sans grande surprise une réduction des dépenses de fonctionnement de l'hôtel de ville et d'un certain nombre d'investissements pour privilégier des investissements qui ont du sens pour la qualité de vie des Parisiens. Il parle aussi de baisse des frais de représentation et de certains privilèges qui sont réservés au maire de Paris et à son équipe. On sait le chiffrer. J'ai pas vu pour l'instant de données chiffrées concernant effectivement le désendettement de son côté. Rachida Dati, entre 600 millions d'euros et 1 milliard d'économies. Oui. Pierre-Yves Bournazel, pour l'instant. C'est 4 milliards, je crois. 4 milliards ? C'est ça, oui, 4 milliards. C'est plutôt ambitieux, 4 milliards. C'est très... Alors, attention, sur la mandature, pas sur par an. L'ensemble de sa mandature. Attention, on parle sur la mandature. Je souffle parce qu'en fait, il y a très peu de choses concrètes. Alors pour moi, il y a une seule candidate, moi en tant qu'économiste libéral, où je trouve qu'elle fait des propositions intéressantes parce que c'est pas seulement dire on va diminuer les dépenses de fonctionnement, ils disent tout ça, à droite comme à gauche. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, donc... quel effet ça va avoir. C'est aussi ce que disaient les différents présidents qu'on a en France depuis des années, et ça ne marche pas. Bon. Peut-être que derrière les propos de Pierre-Yves Bournazel, il y a un peu plus de conviction à le faire que du côté d'Emmanuel Grégoire sur les dépenses de fonctionnement de l'hôtel de ville. Oui, il n'y a pas de mal, mais est-ce que c'est suffisant pour diminuer de 4 milliards sur la mandature ? Ça me paraît très optimiste. Vous alliez nous parler de Sarah Knafo. Alors, j'ai Sarah Knafo parce qu'elle, je trouve qu'elle a l'avantage de lever quelques verrous. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'elle s'engage à diviser par 2 le nombre de fonctionnaires. Donc ça, c'est bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourra faire la même chose au niveau de la France, sans que ça change grand-chose. Bon, elle veut diminuer. Est-ce qu'elle est capable de le faire ? Est-ce qu'elle va le faire ? Mais en tout cas, elle fait sauter ce verrou-là. Un autre verrou qu'elle fait sauter, on va revenir au sujet qu'on évoquait, c'est qu'elle veut vendre une partie des logements sociaux. Oui. En priorité à leurs occupants, ce qui est très bien. Et ça aussi, c'est un verrou qui saute, parce que ça veut dire la loi SRU, c'est fini, quoi. Voilà. Et il y a... À ma connaissance, je ne sais pas si Rachida Dati propose la même chose ou Bournazel, qui sont les autres candidats de droite ou centre-droit. Mais c'est la seule qui propose ça. Quand même d'économiser 10 milliards. Alors 10 milliards, là, je trouve... moi, ça me paraît un peu surréaliste. Elle nous l'a expliqué en plateau. Je trouve que c'est vraiment, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que c'est histoire d'être 2 fois plus que les autres. C'est un peu ça, non ? Qui eux-mêmes exagèrent aussi. Bon, par ailleurs, elle l'explique, elle arrive à détailler la manière dont elle arriverait à économiser ces 10 milliards. Mais si on part du principe qu'on va diminuer le nombre de fonctionnaires et qu'on va vendre du logement social et aussi vendre de l'immobilier détenu par Paris en dehors de Paris, ça fera peut-être pas 10 milliards, mais ça va faire un paquet d'argent et ça peut permettre d'inverser la tendance du déficit. Alors que chez les autres candidats, ça changera pas la face du monde. J'ai pas l'impression que ce qu'ils proposent permettra de le faire, quoi. Voilà. On écoute Sarah Knafo et je vous fais réagir. Je m'engage à diviser cette dette par 2 en 10 ans. Comment ? Avec un plan de 10 milliards d'économies sur 10 ans. Nous baisserons drastiquement le train de vie des élus. Puis, nous diviserons par 2 les effectifs municipaux à horizon 10 ans. Ce sera encore 3 milliards d'économies. Nous privatiserons le ramassage des ordures ménagères. Je ne remplacerai pas la majorité des 3500 départs annuels naturels. Nous arrêterons la course folle
au logement social. Ce sera 5 milliards d'économies sur 10 ans. Sans compter la vente de 10% du parc social à ses occupants sur le mandat, ce qui nous rapportera 10 milliards d'euros en 10 ans. Nous supprimerons les subventions aux associations politisées et militantes. Cela fera une économie d'1 milliard d'euros sur 10 ans. Elle revient sur ce qu'on disait finalement en plateau, c'est la manière dont elle va réussir à financer, selon elle, ces 10 milliards d'euros d'économie. On ne sait pas si elle y arrivera, mais si elle y arrivait, est-ce que ça serait effectivement positif? Ça assainirait définitivement les finances de la ville? Du point de vue d'Emmanuel Grégoire, non, puisque si on réduit la dette, on réduit l'enrichissement. Et l'enrichissement des Parisiens. Je reste quand même un peu suspicieux sur les programmes. Oui. Moi, je suis tout à fait favorable à entendre des gens qui nous disent qu'ils vont faire des économies dans tous les sens. Je ne suis pas convaincu quand même par le chiffrage d'un certain nombre d'économies. En revanche, je m'intéresse plus, je dirais, aux pistes d'économies. Mais au chiffrage précis, oui. je reste très prudent. Je reste très prudent quand même. Et Rachida Dati, d'ailleurs, réagit exactement comme vous quand elle écoute les propositions de Sarah Knafo. Elle dit c'est pas possible. Non, elle dit soyons un peu sérieux. Elle veut desserrer les taux. Elle s'exprime ainsi, desserrer les taux, y aller petit à petit, progressivement, mais on ne pourra pas d'un coup de baguette magique diviser par 2 le nombre d'agents de la ville de Paris. C'est tout bonnement impossible. Tout en voulant augmenter le nombre de policiers municipaux. Enfin, il y a des trucs, c'est impossible. C'est pas ce qu'elle dit, elle dit sur 10 ans, c'est pas d'un coup. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est sur 10 ans, on est d'accord. On va écouter justement les propos de Rachida Dati, si vous le voulez bien, sur le sujet, parce que c'est exactement ce qu'elle expliquait lors de son meeting. On l'écoute, c'était le 10 février. Nous allons terminer la mandature avec 12 milliards de dettes. Et donc, nous, on est responsables. Sur les dépenses, on réoriente les priorités. Donc, on arrête les préemptions. Première source d'économie, les préemptions. Deuxième source d'économie, c'est la fin des aménagements dispendieux. Troisième source des économies, je parle sous le contrôle de Grégory Canal, on a 136 000 Parisiens qui ont quitté Paris, 40 000 enfants qui ont quitté des écoles, et on a 10 000 agents de plus qui ont été recrutés à la ville de Paris. Donc ça, on fera des non-remplacements partiels des départs à la retraite, et on mettra les agents aux 35 heures, parce qu'aujourd'hui, ils sont à moins de 32 heures. Et donc, les sources d'économie, nous les avons. De la même manière, nous allons arrêter les subventions d'associations qui n'ont aucun lien avec Paris, aucun lien avec les Parisiens. C'est entre 1,8 milliard et 2 milliards de subventions octroyées. Donc les sources d'économie, nous les avons et on les réorientera sur les priorités que nous avons données. Bon, elle explique sa stratégie pour désendetter Paris, réviser les dépenses de fonctionnement, un audit financier indépendant, un contrôle des subventions. Elle promet en gros du sérieux budgétaire. C'est une ligne qui s'entend aujourd'hui, remettre du sérieux dans les finances de la ville? Oui, certainement. Je pense qu'il y a quand même un gisement d'économie sur la question des associations. C'est plusieurs centaines de millions d'euros par an, très certainement. Alors on a fait le sujet dans l'émission la semaine dernière. 300 millions par an. Oui, c'est 300 millions, exactement. Et en fait, la partie qui est effectivement liée à ces associations politisées ou vectrices d'une certaine idéologie, c'est 5% du montant total. On a pu récupérer les chiffres avec également Transparence citoyenne. Donc c'est un montant qui est peu conséquent et qui aujourd'hui ne permettrait pas de résorber la dette. Là aussi, si vous voulez, en tant que libéral et étant membre de l'IREF, qui est une association et qui est une vraie association, c'est-à-dire une association qui ne dépend pas de l'État, j'ai toujours du mal à considérer qu'une association puisse toucher des fonds de l'État. Je veux dire, par principe, une association est un organisme de droit privé qui devrait toucher des fonds privés et pas des fonds publics. Donc quand on me dit qu'il y a une partie, vous regardez, c'est un gaspillage effréné en termes associatifs, ça vaut pour la ville de Paris comme pour la France entière en termes de dizaines de milliards d'euros. Donc je pense qu'il y a de manière très simple une manière de faire des économies. Donc si c'est 300 millions d'euros par an sur une mandature, ça fait déjà pas mal. Mais je vous rejoins, mais quand Rachida Dati parle de 1,8 milliard, dedans, en fait, il y a la subvention de fonctionnement de beaucoup de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de la préfecture de police de Paris. Ah oui, en fait, il n'y a pas que les associations dont on parle là. Je m'en doute. Qui sont clientélistes. Voilà. Il y en a peu, finalement, en volume. Je ne sais pas, moi, chaque année, je regarde où va l'argent de la ville de Paris dans les subventions. C'est quand même édifiant. C'est vraiment du marché politique pur et simple.
Après 300 millions, on regarde ce que dépense la ville. Certes, mais si vous réussissez à serrer les comptes, vous faites déjà 300 millions d'euros d'économies dans l'année sur la mandature. Oui, c'est quand même relativement important. Un mot peut-être également des propositions de Thierry Mariani, qui est assez timide en prise de parole ces derniers temps. On a essayé de trouver quand même une direction sur le sujet des dépenses publiques. On l'écoute, c'était le 11 janvier. La France a besoin d'une autre direction. Paris a besoin d'une autre impulsion. Regardez Paris, aujourd'hui c'est une ville qui n'est pas sûre, qui est sale, les finances sont très mal gérées et donc on veut dans cette ville progresser comme on a progressé ailleurs en France. Voilà, je pense que le bilan de plus de 20 ans de socialisme à Paris, c'est pas réjouissant et donc on veut faire ce qu'on a fait dans les villes qui sont déjà dirigées par le RN. C'est assez flou en termes de propositions. Malheureusement, on n'a pas trouvé mieux. Du côté de Sophia Chikirou, pour la France Insoumise, on n'a pas trouvé non plus de déclaration sur le sujet. Ma question, c'est qui peut marquer le plus de points sur ce sujet du désendettement de la capitale ? Moi, j'ai évidemment noté la proposition choc de Sarah Knafo, qui marque les esprits. 10 milliards d'euros d'économie, c'est pas rien. Je pensais aussi au pragmatisme de Pierre-Yves Bournazel, qui est quand même connu pour être un candidat qui maîtrise ses dossiers. Dites-moi si j'ai tort, si j'ai raison. Moi, je ne crois pas trop à ces déclarations de baisse de dépenses de fonctionnement. C'est pour ça que, comme je disais, je tire plus aux candidats qui font sauter des verrous psychologiques ou idéologiques. Et par exemple, ce qu'on peut porter au crédit de Rachida Dati, elle a dit qu'elle arrête les préemptions. C'est déjà très bien, hein, parce que si la mairie de Paris arrête d'acheter comme elle le fait actuellement, déjà ça fait des économies et ça va arrêter de peser sur le marché immobilier. Ça peut détendre un peu les prix ou limiter la hausse. Et déjà ça aussi, c'est très bien. Mais là, c'est un économiste qui parle. Moi, je pense aux Parisiens et aux Parisiennes qui nous écoutent. Mais ça va jouer sur leurs choses concrètes parce que ceux qui veulent acheter, ils vont payer un peu moins cher s'il y a Rachida Dati ou Sarah Knafo que si la gauche repasse et qu'elle continue de mettre des centaines de millions pour acheter du logement, hein, ça c'est clair. Est-ce que c'est quelque chose, ce sont des thématiques qui sont familières pour les Parisiennes, les Parisiens qui nous écoutent, pour ceux qui vont voter, hein, in fine? La dernière fois, on ne pensait pas que Anne Hidalgo allait repasser. C'est vrai. 1 an avant les élections, tout le monde voyait le désastre absolu. Les résultats, c'est vrai qu'il y avait Emmanuel Grégoire est d'ailleurs en tête des sondages. Il est en tête des sondages, oui, il est à 31%, je crois, sur le dernier sondage, ou un des derniers sondages. Je crois que j'en ai même vu un à 32%, donc en effet, il est légèrement au-dessus. Voilà, et ensuite, il y a une division de la droite. Bon, alors c'est vrai qu'il y a une division de la gauche entre la gauche et l'extrême gauche, encore que dans la candidature Grégoire, il y a également de l'extrême gauche. Donc je ne sais pas. Est-ce que ça intéresse vraiment les Parisiens ? Est-ce que les Parisiens sont vraiment bien informés ? Je n'en suis pas sûr du tout. Et est-ce que vous avez, si vous voulez, il y a un discours qui peut porter, mais je crois que quand on n'est pas dans la place, c'est très compliqué. Quand on est dans la place et qu'on a une bonne gestion, ça passe très bien. Les gens se rendent compte que c'est bien géré, les impôts sont modérés, la dette est modérée. Quand vous n'êtes pas dans la place, allez faire une campagne sur la question de la baisse de la dette. C'est très compliqué quand vous avez en fait un marché politique terrible qui existe. Ça fait maintenant trois mandatures plus qu'on a les socialistes. Et précédemment, il ne faut pas oublier que c'était pas rose avant, c'est un mauvais jeu de mots. Donc on a vraiment un marché politique qui est parfaitement établi, avec des subventions qui arrosent tout Paris. Et donc les gens s'intéressent à ce qui arrive dans leur petit portefeuille, à leur association, aux aides, etc. Certaines personnes sont très contentes de ne pas avoir de voiture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui enragent de ne pas pouvoir rentrer dans le centre de Paris. D'ailleurs, il y a beaucoup de candidats qui ont renoncé à inverser la tendance et la politique qui a été menée par Anne Hidalgo sur le sujet. Alors, même Rachida Dati est plutôt timide. Monsieur en parlait tout à l'heure, c'est l'effet cliquet, c'est-à-dire c'est parfois difficile de mettre une réforme en place. Parfois, c'est assez facile, mais revenir sur la réforme, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Parce que ça a été adopté par une partie de Parisiens. Pauline Landais-Barraud, dans ce que vous avez pu observer en travaillant ce sujet, est-ce que c'est un thème de campagne qui va marquer dans les prochaines semaines? Je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très flou aux yeux des gens. Les questions de préemption, de désendettement, de nombre d'années qu'il faudra à la ville de Paris pour se désendetter, c'est hyper compliqué. Par contre, la mise sous tutelle de la ville de Paris, la question de faillite, ça, c'est quand même des choses, des mots, des termes qui font écho. Et les frais de fonctionnement de l'hôtel de ville aussi, peut-être la question des frais d'Anne Hidalgo, des voyages. Je ne sais pas si ça sera déterminant, mais je pense que quand même beaucoup d'électeurs l'ont en tête. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion autour du désendettement de la ville. À l'occasion des municipales, on continuera évidemment à en discuter d'ici au 15 et au 22 mars. Et on passe tout de suite à l'entretien culture.
Au Quai de la Photo, la grande histoire du clubbing est exposée pour une déambulation visuelle et sensorielle pour 50 ans de nuit, de fêtes, de musique et de liberté. Grace Jones disait « In the nightclub, we are all the same, free, wild and beautiful ». C'est le message qui transparaît dans cette exposition dont on parle avec Nicolas Logéo-Lasserre. Vous êtes le cofondateur du lieu. Merci beaucoup d'être sur le plateau. C'est assez génial d'imaginer une exposition sur finalement le sens de la fête, sur le clubbing. Ça fait quand même partie un peu de l'état d'esprit français et de l'âme de Paris, avant tout. Oui, c'est vrai, si on s'interroge, la France, c'est nos territoires magnifiques, et puis très vite, c'est donc le tourisme, première destination touristique au monde, la France, mais aussi pour la fête. Et parfois, on a pu penser que Paris était une belle endormie, mais là, elle est réveillée avec cette expo, en l'occurrence, The Beat Goes On. Et donc, effectivement, la fête, c'est l'ADN. C'est l'ADN de la ville et on voit d'ailleurs que c'est un sujet qui interpelle beaucoup aussi. Vous parliez de politique à l'instant, les différents acteurs politiques, parce que sauvegarder la fête, c'est important. C'est important de faire vivre la ville, pas que dans un aspect patrimonial ancien, mais aussi dans un aspect plus contemporain. On a les plus grands DJ de la planète. Et on a des clubs mythiques, c'est vrai, qui ont marqué l'histoire aussi de ce clubbing parisien. Et ailleurs, puisqu'on parle évidemment du clubbing aussi dans le monde. Vous parlez de tout cet écosystème, les DJ, les clubs, les performeurs, les fêtards aussi, et puis ceux qui les immortalisent, évidemment, les photographes. Vous avez choisi d'en donner donc une vision plurielle, avec ce regard que posent les photographes sur la fête. Ça aussi, c'est intéressant, chacun a une manière de l'aimer, de la désirer, de la comprendre, de l'observer. Oui, absolument. Là, en l'occurrence, on a la chance d'avoir deux jeunes commissaires d'expo, Marion et Ilan, et ils ont eu envie à la fois de montrer la fête dans le monde entier. Donc, on part de New York, du fameux Studio 54, iconique. C'est mythique, oui. Voilà, qui a accueilli toutes les plus grandes stars. On a Bill Bernstein, c'est un des photographes iconiques de cette période-là. Et puis on passe par le Palace, qui a lui aussi marqué Paris, marqué des années de fête incroyables. Et puis on parcourt aussi la fête dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant. Tiens, comment on fait la fête et qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit des populations qui habitent là-bas? Qu'est-ce que ça dit de la vie nocturne? Et donc derrière de notre société, c'est aussi l'occasion de célébrer la musique elle-même, qui est quand même une composante assez importante de la fête. La musique est la seule forme de magie qui existe. Elle peut transformer l'humeur d'un endroit ou d'une personne en un instant. C'est joli, ça c'est ce que dit un DJ et producteur. Oui, absolument. C'est vrai que, vous savez, ce qu'il y a d'important aussi dans ces moments-là, dans des moments où parfois beaucoup de choses nous divisent, il y a beaucoup de choses qui nous divisent dans la société, c'est très clivé. Quand on fait la fête, on se retrouve tous. Voilà. La culture, c'est un commun. La culture en général. Et la photo en particulier, la musique, ce sont des communs. Même des gens, vous voyez, qui peuvent avoir du mal avec d'autres... Non, la musique, ils vont aimer une musique venant de notre pays. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est important. Moi, j'ai tellement envie aujourd'hui qu'on bâtisse des communs. Et la fête en est un. Ouais, la fête, la culture, la musique. La culture. Et c'est pour ça, on a cette chance avec mon associé Jérôme Boursin. On a créé 8 lieux culturels sur la Seine à Paris. On a un groupe qui s'appelle Artflux. Et donc, on a Fluctuart qui est au Pont des Invalides, autour du street art, du graffiti. On a Quai de la Photo, on en parle avec The Beat Goes On. Et puis, on a 2 lieux aussi de musique avec le Marcounet, le Son de la Terre. Et tous ces lieux, l'accès est gratuit. Et on partage des valeurs communes et ce pourquoi on aime Paris aussi. Donc ça, on est très fiers de ça. Dans un moment où on se divise, nous, on a envie de rassembler. Et de se retrouver autour de ce qui nous permet de passer des bons moments ensemble. Vous nous proposez donc un itinéraire de 5 décennies, de Paris à New York, en passant par Londres, Berlin ou encore Sao Paulo. Là, vous nous montrez qu'il n'y a pas une fête, mais des manières de faire la fête, où vous avez raison, on se retrouve tous autour d'une envie commune de se libérer, de danser, de s'amuser, de rire, de se laisser emporter par la musique. Et donc, vous avez choisi plutôt une déambulation libre. Ça, je trouve ça très agréable et non chronologique. On se balade. Et c'est aussi une balade sensorielle, à l'épreuve de nos sens, de nos émotions et de nos souvenirs. Oui, l'expo, en fait, donc l'accès est gratuit. Le lieu est ouvert 5 jours sur 7. On y va de midi jusqu'à 2h du matin, du mercredi au dimanche. L'accès est gratuit, on se balade et on a 700 mètres carrés de déambulation, flottant. En plus, on est sur la Seine. Et on est vous savez, au port de la gare, au pied de la BNF, dans le 13e à Paris, au métro au quai de la gare. Et ces 700 mètres carrés de déambulation, en fait, il y a un premier grand plateau avec des grands caissons lumineux. On va découvrir des photos, on les aperçoit là à l'image. On va découvrir ces différentes façons de faire la fête, ces différentes communautés aussi derrière la fête.
Et puis ensuite, on va descendre, quand on est quai de la photo, on descend dans la salle d'expo qui est dédiée. On passe devant des bateaux magnifiques. On a une marina aussi, il y a des bateaux qui flottent. C'est assez incroyable le lieu. Vraiment, c'est assez dingue. Et là, on rentre dans la salle d'expo. Et là, on rentre dans les univers des 6 photographes qui sont présentés. Le travail, je vous le disais tout à l'heure, de curation, vraiment. Nos 2 jeunes commissaires d'expo, Marion et Ilan, qui ont fait un travail fabuleux, qui ont réuni les talents du monde entier. Donc voilà, les gens déambulent. Et après, ils vont faire un tour à la librairie. On a une petite librairie photo. S'ils veulent, ils peuvent boire un verre, etc. Et c'est vrai que c'est chouette. Oui, c'est un lieu de vie. C'est ça qu'on crée. On crée à Paris des lieux de vie. Mais j'ai un scoop pour vous, si vous voulez. Avec plaisir. Je vous expliquais que nous avions à date 5 établissements sur la Seine. Oui. Et en fait, il y a un nouveau bébé qui arrive, un nouvel établissement qui arrive à partir du mois de mai. On crée un lieu littéraire. Vous voyez, Génial. Regardez, j'avais fait passer quelques photos, mais vous n'étiez pas au courant. J'étais pas du tout au courant. Voilà. Je le découvre Alors en là, même temps. on découvre Nana, donc écoutez bien, parce que cette péniche, ça va être une péniche littéraire qui ouvre dans quelques petits mois. Elle est en travaux, là, elle est en train de se refaire une beauté. Et là, ce sera vraiment 200 mètres carrés, il y a 2 niveaux. On va retrouver un book club, on aura plus de 5000 livres à disposition, les gens pourront emprunter gratuitement des livres. On aura des signatures de livres toutes les semaines. On a composé un beau comité nouveau café littéraire. Oui, c'est ça. Et en plus, au bon endroit, puisqu'on est au pied de Notre-Dame. Mais oui, c'est ce que je me disais, j'apercevais derrière la rosace de Notre-Dame. On est au pied des marches vraiment du pont où 12 millions de personnes chaque année vont visiter Notre-Dame. C'est un record absolu. C'est pas loin au son de la Terre. C'est à côté, bravo. C'est à côté. C'est à côté. Génial. Donc on est dans le quartier de Saint-Michel, Saint-Germain. Exactement. Toujours dans cette idée de se retrouver. Là, vous les voyez, les livres, 5000 livres, vous venez boire un verre, vous pourrez emprunter un livre, vous pourrez même l'embarquer, le ramener si vous le souhaitez. C'est une ambiance très feutrée. Hein, oui, un peu cosy, mais toujours un accès libre et gratuit, on y tient beaucoup. Et puis nos lieux vivent en fait des gens qui boivent un verre. On accueille aussi de l'événementiel, des entreprises de temps en temps qui font un événement. On ne coûte pas d'argent public, c'est une fierté pour nous aussi. Vous voyez, il n'y a pas de subvention. Vous recoupez par rapport au débat précédent. Voilà, pas de subvention publique. Voilà, on ne pourra pas nous reprocher ça. La mairie de Paris ne finance pas ces magnifiques Absolument, ils sont autonomes et on en est très fiers et gratuits surtout. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette exposition, mais félicitations pour cette ouverture et on a hâte de la découvrir. Vous viendrez nous en parler bien sûr. Avec plaisir. Toute l'équipe est invitée. Ils ont noté, c'est noté dans les agendas. Oui, parce que je dois vous dire quelque chose. On est accueillis incroyablement ici, vraiment. Oh, c'est gentil. Vraiment, on est ravis de vous recevoir. Pour les téléspectateurs, c'est parce très que gentil. Vraiment toute l'équipe est vraiment incroyable et aussi vous avez des maquilleuses extraordinaires. C'est vrai, sinon on ne semblerait pas à ça. Ouais. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. On continue sur cette exposition que je trouve très sensuelle. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce travail de la lumière. On imagine des lieux qui sont plongés dans la nuit, avec des néons, avec des paillettes, avec des lumières artificielles. Il faut réussir à travailler ces lumières et je trouve que le travail des photographes est assez génial parce que ça permet de théâtraliser ce qui s'y passe. Absolument. Et je trouve que ça donne des photos absolument géniales. C'est vrai, vous avez raison. Ça a été l'angle aussi choisi, un peu la ligne éditoriale de l'expo. Mais c'est vrai que c'est un spectacle, on pourrait être dans un spectacle de comédie musicale. Et c'est vrai que la nuit, c'est aussi cette mise en scène, c'est ce spectacle, Show Must Go On. Et vous savez, la nuit, la fête, c'est aussi extraordinaire parce que c'est un lâcher-prise aussi, oui, vous voyez, du quotidien. Bien sûr. On a parfois, la société est parfois pesante, ça ne vous a pas échappé. Oui, je vous le confirme. En ce moment, il y a une géopolitique particulière. Et d'un coup, d'aller pouvoir faire la fête. D'ailleurs, pas forcément avec l'alcool. L'alcool peut être là, mais pas forcément. Moi, par exemple, je ne bois pas d'alcool. Je ne prends pas de drogue, je ne bois pas d'alcool. C'est possible. Oui, on peut s'amuser, évidemment, sans consommer d'alcool. La musique est un enivrant assez génial. Oui. J'y arrive, en tout cas. Vous y arrivez, J'y arrive que ça sans peut marcher. artifice, c'est possible. On peut aller faire la fête. Et c'est vrai que ça... On se change les idées. Cette photo est magnifique. Elle est magnifique, ouais. Et ça fait du bien. Donc la fête, c'est salutaire, c'est d'intérêt général. On devrait tous faire la fête, ça devrait être remboursé par la Sécu. Absolument, pourquoi pas. On revient sur le déficit public, là. J'ai toujours un petit fond. Moi, ce que je note aussi, c'est la présence des corps. Oui. Ces corps qui sont désinhibés, qui se lâchent, qui ondulent, qui sont proches les uns des autres. Oui. C'est aussi un vocabulaire du corps. Oui, je trouve assez intéressant. Ça marque des périodes. On peut imaginer qu'aujourd'hui, le rapport au corps est un peu différent. Oui, c'est vrai. Comme le rapport au corps a changé aussi sur les plages. On avait eu la chance, vous savez, d'ouvrir le lieu avec Martin Parr, qui est ce photographe iconique. Il y a 2 ans, il a ouvert Quai de la Photo. Aujourd'hui, il est au Jeu de Paume, sublime expo. On a présenté l'exposition vendredi. Absolument, mais je pense à lui. On rend hommage à Martin Parr, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je pense à lui parce que lui,
il avait ce regard sociologique sur les plages. Il pouvait voir et le tourisme. Les cultures et le surtourisme, etc. Et nous, à travers cette expo, effectivement, pareil, on peut regarder une société de la façon dont elle fait la fête. Donc c'est la sociologie de la fête vous nous présentez. Oui, absolument. Et puis on remarque aussi la manière de faire la fête en fonction et du lieu et de la musique qui est proposée. Vous parliez tout à l'heure du Studio 54. C'est vrai qu'il y a eu l'âge d'or du disco new-yorkais. C'est une certaine manière de faire la fête. On ne fait pas la même manière la fête à Berlin. Les nuits parisiennes ne sont pas les mêmes non plus. Exactement. Si vous deviez utiliser des mots pour caractériser la nuit parisienne, vous diriez qu'elle correspond à quoi? Waouh, c'est pas facile. En tout cas, ce que je vous dirais clairement, c'est qu'elle est multiple. Elle est multiple, la nuit parisienne, elle est multiple parce qu'il y a beaucoup de communautés aujourd'hui. Il y a des gens qui adorent l'électro et la techno, ils sont nombreux. Voilà, et qui vont aller dans ce registre-là. D'autres qui vont aimer l'urbain. Le rap, c'est ce qui se vend le mieux aujourd'hui en France. Donc il y a plein de courants, mais il y a encore aussi des lieux autour du jazz, des musiques du monde. Donc il y a une variété, il y a des lieux salsa, il y a des lieux... C'est ça qui est fabuleux. Donc c'est un milieu de la fête qui est en bonne santé. Qui a un peu souffert quand même pendant le Covid, on s'en rappelle. Exactement, les lieux avaient été fermés. Alors, toujours aussi dans le respect des voisins. C'est toujours la limite aussi. On est à Paris, en ville. Si vous parliez de sociologie, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, il faut trouver cet équilibre-là, pouvoir faire la fête. C'est des lieux importants. Mais je suis en train de me demander dans quel type de lieu je vous amènerai faire la fête. Ah oui, ça m'intéresse. Si nous en avions l'occasion. J'hésite. J'irai peut-être... électro peut-être? Je suis pas trop électro. Alors vous êtes quoi? Moi j'aime bien les musiques contemporaines ou le disco. Enfin j'aime bien danser. Plutôt disco alors. Plutôt disco ça, alors. C'est très festif. Plutôt disco. Ça c'est festif. C'est joyeux, c'est festif. Les gens sont je trouve dans une bonne atmosphère. Ça donne envie de sourire, de se marrer. C'est parti pour le disco. Moi ça me va. Si vous me trouvez un lieu qui fonctionne bien, ça marche. Est-ce que c'est aussi une occasion de présenter des photographes? C'est vrai que c'est pas toujours évident de montrer cette forme d'art. Absolument. On ne les met pas assez en valeur. Vous, c'est votre métier. Oui. C'est quelque chose que vous souhaitez valoriser plus encore? Absolument. Quand on a ouvert Quai de la Photo, c'était vraiment cette idée. Il y avait des gros lieux institutionnels à Paris, comme le Jeu de Paume, Place de la Concorde, ou la MEP, la Maison européenne de la photo. Mais je ne veux pas dire c'est tout, mais pas loin. Après, il y a des galeries, il y a quelques librairies. C'est plus confidentiel quand même. Voilà, plus confidentiel. Puis les galeries, il y a des galeries photo fantastiques, mais c'est le marché, donc c'est fait pour vendre. L'approche est différente. Et on a été très surpris de voir l'engouement, justement, l'envie de beaucoup de photographes de venir exposer. Et on alterne à la fois des photographes iconiques. Il y a quelques mois, nous avions Audrey Tautou, la mythique actrice d'Amélie Poulain. On a fait une très belle expo, près de 50 000 visiteurs. Nous l'avions annoncé d'ailleurs chez vous. D'une expo géniale de Franck Desplanques aussi, que j'adore. Bravo, Franck Desplanques, autour des peuples autochtones. On était venu montrer 5 peuples autochtones sur 5 continents. C'est riche la photo quand même. C'est très riche, très riche. Et c'est assez accessible, je trouve. Oui, et c'est un médium qui demande à être davantage porté, davantage popularisé. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup de nous accueillir pour qu'on parle de l'expo. Parce que c'est vrai que c'est un médium formidable, on peut parler de beaucoup de sujets. Il y a aussi le photojournalisme. On y va un peu moins, nous, parce que c'est assez dur quand vous êtes sur des territoires de guerre. Bien sûr. C'est une photo très dure. Mais ça reste des métiers à valoriser, évidemment, absolument. Et des talents purs. On est ravis d'avoir pu parler de The Beat Goes On au Quai de la Photo. Voilà. Une exposition sur le clubbing dans nos capitales dans le monde et de la manière dont la musique nous permet de nous rassembler. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et félicitations pour le lancement de Nana. Vous viendrez nous reparler de cette péniche littéraire. À très bientôt et on passe au Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte le 22 février 1680, l'exécution de la Voisin et l'affaire des poisons. On va en parler avec vous. Geoffroy Caillé, j'adore parce que c'est un thème très mystérieux. Ça m'intéresse beaucoup. Le 22 février 1680, une femme est brûlée en place de Grève. C'est face à l'hôtel de ville de Paris sous l'accusation de sorcellerie et d'empoisonnement. Connue comme la Voisin, elle a dénoncé avant de mourir nombre de ses clients, dont certains appartiennent à la haute aristocratie. L'affaire des poisons bat son plein. Où en est la France d'abord en cette fin des années 70. Quel est le contexte? Alors, on est en plein règne de Louis XIV, un règne qui semble inoxydable, puisque la cour brille de mille feux à Versailles, qui est vraiment le symbole éclatant de la monarchie française.
Et pourtant, derrière l'apparat, les intrigues sont constantes. Et cette affaire des poisons va le révéler. Les rivalités amoureuses d'une part, les ambitions politiques, les questions d'héritage nourrissent vraiment une société qui est obsédée vraiment par la faveur royale. Et dans cet univers où une disgrâce peut ruiner une famille, certains cherchent des moyens occultes pour préserver une position ou améliorer la leur, ou alors éliminer encore un obstacle. Et le poison, qui est discret et qui est silencieux, devient une arme de choix. C'est incroyable ce que vous nous racontez. Ça veut dire qu'on est tellement prêt à tout pour garder une place ou pour progresser dans cette hiérarchie sociale et avoir la faveur du roi qu'on en vient au poison. Comment va commencer cette fameuse affaire des poisons ? Alors ça commence en 1672 lorsqu'on découvre qu'une aristocrate qui s'appelle la marquise de Brinvilliers, avec la complicité de son amant le capitaine Gaudin de Sainte-Croix, a expérimenté des poisons sur des malades pauvres avant d'empoisonner elle-même son père et deux de ses frères avec, tenez-vous bien, un mélange d'arsenic et de bave de crapaud. Oh, ça fait vraiment sorcière. Ça fait vraiment sorcière, là. On se croirait dans un conte. Exactement. Le but, évidemment, c'était d'hériter des biens de tout ce petit monde. Alors, aussitôt, quand elle est suspectée, la marquise se réfugie à Londres, où le ministre Colbert tente de la faire extrader. Et puis après, elle se réfugie à Liège et c'est finalement là qu'elle est arrêtée en 1676, au bout de 4 ans. Là, elle est soumise à la torture et elle avoue ses crimes. Et alors, elle est décapitée et son corps est brûlé. L'affaire fait grand bruit à Paris et d'ailleurs, on en a une trace dans la correspondance de la marquise de Sévigné qui dit à sa fille Françoise de Grignan « Cette affaire occupe tout Paris ». Et avant de mourir, la marquise de Brinvilliers a laissé entendre que d'autres personnes de qualité comme elle sont compromises dans des pratiques similaires. Alors justement, les choses ne vont pas en rester là. On imagine que les enquêtes vont continuer et que l'affaire des poisons va prendre de l'ampleur. Oui, elle rebondit en 1679 lorsque la police arrête une devineresse qui s'appelle... C'est une femme qui prétend prédire l'avenir, une sorte de cartomancienne avec les moyens de l'époque. Okay. Elle s'appelle Marie Bosse. Et son arrestation met au jour un réseau qui dépasse largement le cas de cette femme. Comme Marie Bosse, bien sûr, cherche à sauver sa vie, elle dénonce des fournisseurs de poison et d'autres devineresses influentes autour d'elle à Paris. Une enquête se met en place qui conduit à une femme qui s'appelle Catherine Deshayes, dite la Voisin. Donc c'est la fameuse qui nous occupe aujourd'hui. Elle est sage-femme, mais aussi avorteuse. Elle est voyante, elle fournit des substances toxiques dans sa maison parisienne aux clients qui viennent la solliciter. Et dans cette clientèle, il y a la haute bourgeoisie et la noblesse de France. Elle vend des filtres d'amour, mais aussi des poudres destinées à accélérer un héritage. Et je vous le donne en mille, comment est-ce qu'on les appelle ? Des poudres de succession. C'est la poudre de perlimpinpin chère à notre président. On imagine que comme toute bonne sorcière qui se mérite, elle propose aussi des rituels un peu occultes. Exactement, des rituels occultes et le pire de tous dans une société chrétienne qui sont les messes noires. Pourquoi est-ce que son arrestation en mars 1679 va proposer... Oh, pardon, décidément, va provoquer un tel séisme, excusez-moi. Parce qu'elle aussi, elle est soumise évidemment à la torture, après interrogatoire. Elle va craquer, elle va faire un certain nombre de révélations. Et à nouveau, on découvre un réseau autour d'elle de chimistes, de prêtres défroqués, d'intermédiaires qui utilisent ses services. Dans Paris, circulent des substances à base d'arsenic sur laquelle la police met la main. On trouve des clients qui cherchent à faire disparaître un conjoint ou un héritier, comme je le disais, encombrant, voire un rival. L'enquête révèle également des pratiques d'avortement clandestin à grande échelle. Et enfin, certains témoignages accusent Catherine Deshayes, la Voisin, d'avoir brûlé des corps de nouveau-nés et d'avoir utilisé des restes de ces corps dans ces cérémonies occultes. Alors, les historiens modernes restent malgré tout prudents sur ces déclarations parce qu'elles ont été arrachées sous la torture et il se pourrait qu'elles ne soient pas toutes exactes. Quelles vont être les mesures prises suite à ces déclarations qui sont quand même importantes ? Oui, Louis XIV réagit en créant un tribunal d'exception qu'on va appeler la Chambre ardente parce qu'elle se réunit dans une pièce tendue de draps noirs éclairée par des flambeaux. Et cette juridiction spéciale, qui est composée de magistrats triés sur le volet,
a pour mission de vraiment juger rapidement les accusés, d'accélérer les choses. Alors les audiences se succèdent dans un climat évidemment de peur à Paris. Cette chambre ardente va siéger pendant 3 ans. 3 ans ? 3 ans, 3 ans d'enquête et 3 ans de jugement jusqu'en juillet 1682. À cette date, elle aura prononcé au total 442 jugements, dont 36 condamnations à mort, 23 bannissements, 5 condamnations aux galères. Vous voyez que toute la gamme, c'est énorme. Tout l'écosystème tombe. Tout l'écosystème tombe et tout l'arsenal juridique du grand siècle est vraiment sollicité. À la fin, 36 personnes seront donc exécutées et d'autres seront emprisonnées à vie. Et la plupart de ces témoignages ont été arrachés sous la torture. C'est incroyable d'imaginer finalement que tout le monde trempait plus ou moins dans l'affaire des poisons. Hein. Effectivement, effectivement. Et ça, c'était avant qu'un nom sorte, celui de la favorite du roi. Il est cité. Oui, c'est le nom le plus important, un grosso nome, comme disent les Italiens, le nom qui change tout, et c'est celui d'Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, la marquise de Montespan, qui en fait est sur le déclin. C'était la maîtresse du roi, mais il se tourne vers Mademoiselle de Fontanges en cette année 1679, mais des témoins affirment qu'elle aurait consulté Lavoisin pour conserver justement l'amour de Louis XIV. L'élixir d'amour. L'élixir d'amour, et que pour mettre toutes les chances de son côté, elle aurait même assisté à des messes noires, c'est-à-dire des rituels sacrilèges, au cours desquels des prières inversées, des invocations démoniaques sont prononcées pour obtenir ce que l'on veut. Certaines dépositions décrivent même des cérémonies célébrées sur le corps nu d'une femme qui sert d'autel. Donc vous voyez une sorte de messe. L'autel, c'est la Montespan. Et l'autel serait la Montespan. Donc ces récits produisent un scandale immense. Alors aucun élément matériel ne permet de prouver vraiment sa culpabilité, mais ce simple soupçon suffit à menacer vraiment l'équilibre politique de la cour, parce que si l'ancienne favorite est compromise, c'est l'image même du règne de Louis XIV qui tombe. Qui est entaché, bien sûr. Comment va se dérouler le procès de Lavoisin ? Le procès de Lavoisin, effectivement, c'est le point culminant de l'affaire, puisqu'elle nie d'abord les accusations les plus graves et soumise à la question, elle admet certaines pratiques de divination et la vente de substances suspectes. Elle ne peut pas faire tellement autrement, puisqu'on en a retrouvé chez elle. En revanche, elle reste muette sur les aveux complets que les juges cherchent à lui extorquer sur le compte de Madame de Montespan. Mais donc, elle ne livre pas son nom et elle refuse d'en dire davantage. Finalement, le verdict tombe. Lavoisin est reconnu coupable d'empoisonnement, de pratiques magiques et de sacrilège. Et le 22 février 1680, le jour anniversaire qui nous occupe, elle est conduite place de Grève à Paris. Alors, contrairement à la marquise de Brinvilliers quelques années plus tôt, elle n'est pas décapitée, mais elle est condamnée à être brûlée vive, vraiment comme une sorcière. Oui, c'est vraiment la peine qui va avec. Et les témoignages racontent qu'elle se débat dans tous les sens et elle crie des insultes jusqu'au dernier moment. Malgré tout, sa mort ne va pas mettre fin aux révélations. Comment va réagir le roi ? Eh bien, à mesure que l'enquête se rapproche vraiment des cercles les plus proches de lui, Louis XIV choisit de contenir le scandale. Certains dossiers sont scellés, d'autres sont détruits. Et le roi est absolument horrifié d'apprendre que son ancienne maîtresse aurait pu vouloir obtenir davantage de lui en lui faisant absorber des filtres d'amour et aurait manigancé le renvoi de Mademoiselle de Lavallière, sa favorite précédente, ou Mademoiselle de Fontanges, la favorite suivante. Il est donc pressé d'en finir, il suspend les interrogatoires et lui-même jette dans la cheminée les papiers les plus compromettants pour son ancienne maîtresse. Alors, des accusés sont emprisonnés sans jugement public pour éviter de nouveaux éclats. Et 2 ans après la décapitation de Lavoisin en juillet 1682, la Chambre ardente est vraiment dissoute, de façon à ce que l'image de la monarchie ne soit pas compromise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que comme ça touche au cercle vraiment très proche du roi, finalement, on préfère essayer d'être assez discret sur les punitions qui vont être infligées à ceux qui ont trempé de près ou de loin dans l'affaire des poisons. Quelles vont être les conséquences de cette affaire ? Elles vont être quand même importantes parce que dans l'immédiat, elles vont entraîner ces mesures un durcissement de tout ce qui est prévu de l'arsenal juridique contre la divination, les pratiques occultes. La Cour regarde ça maintenant de très près. Et puis, elle contribue également, cette affaire, à éloigner définitivement Madame de Montespan du roi et à rapprocher du roi Madame de Maintenon. Et donc, le règne va prendre... Qui est un peu plus austère, je crois. Qui est un peu plus austère. Elle tient la maison d'éducation de Saint-Cyr et c'est une chrétienne bien plus ferme que Madame de Montespan. Pas d'histoire de messe noire autour d'elle, évidemment.
Et puis, cette affaire révèle en définitive que autour du rayonnement du roi Soleil, eh bien, subsistait en France, et notamment à Paris, une sorte de monde souterrain qui, dans une monarchie très chrétienne, continuait à agiter finalement l'ambition, la peur, la superstition, et était capable finalement d'ébranler jusqu'aux fondations même du pouvoir du roi Soleil. Incroyable cette affaire des poisons. Merci beaucoup Geoffroy Caillet de nous l'avoir si bien raconté et de nous avoir permis de découvrir cette page de l'histoire de France. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain dans Bienvenue en Ile-de-France et en attendant je vous souhaite une excellente soirée.